Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau rendez-vous de la ligne 1000. Aujourd'hui, nous allons parler de Sage 1000 V11 R2 millésimé 2025. On va vous présenter, enfin Vincent va vous présenter ces nouveautés-là et parler également des autres releases. Je vous présente à nouveau Vincent, donc Odelich, directeur de projet ligne 1000 chez Apogea. Je rappelle à tous les participants que vous avez à votre disposition un chat où vous allez pouvoir poser l'ensemble de vos questions au cours du webinaire. On aura une petite session de questions-réponses à la fin. Et je vous souhaite à tous un bon webinaire et sachez que le webinaire est enregistré et qu'il sera disponible dans la journée sur notre chaîne YouTube. Si éventuellement vous avez envie de revisualiser le webinaire ou vous avez manqué quelques éléments, en tout cas, sachez qu'il sera disponible dans la matinée. Et je laisse la parole à Vincent. Merci Jessica, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Donc comme l'a dit Jessica, aujourd'hui on va aborder la dernière release de Sage qui est sortie le 28 novembre, qui est assez fraîche. Donc on parle de la version 11, release 2, millésimé 2025, la dernière release donc de cette année, avant d'attaquer une année 2006 qui risque d'être chargée, notamment sur le thème de la facturation électronique. Je vous propose d'attaquer directement. Hop. Alors, on va aborder pas mal de petites choses. On va refaire un petit scope rapide de l'historique de nos versions, de la version 7 jusqu'à la version 11 avec les différentes releases. On parlera ensuite des différentes nouveautés. Donc, on les a découpées en plusieurs morceaux. Toutes les nouveautés liées à la facturation électronique qui représentent un gros morceau. Des nouveautés de cette version-là. Nous aurons des petites nouveautés sur la gestion des formats ISO, sur des cas un petit peu spécifiques, mais on l'évoquera rapidement. On a pas mal de nouveautés aussi sur la comptabilité, de grosses nouveautés et des petites nouveautés un peu secondaires. De nouveaux tableaux de bord à disposition aussi pour la partie web. Et après, je vous referai le petit focus de toutes les nouveautés. Alors, pas en détail, même si on a trop, et puis on a fait pas mal de webinaires là-dessus, mais je vous ai remis toutes les nouveautés de la version 11 à la version 11 R1 millésimé 2025. Donc vous avez 3 millésimes dedans, la 11 R1 2024, 11 R2 2024 et 11 R1 2025. Je vous les ai mis par chapitre, comme ça vous aurez toutes les nouveautés release par release. Enfin, comme d'habitude, on finira sur les prochaines web démos. Donc, on a fait le planning de l'année 2026 pour les web démos à venir et une petite séance de questions-réponses. N'hésitez pas quand même, si vous voulez, poser vos questions sur le chat. Il est là pour ça et puis on fera une petite séance de questions-réponses en fin de session. En essayant de vous répondre au mieux. Allez, c'est parti. Petit rappel des nouveautés. Donc, les anciennes versions, donc les versions antérieures à la version 10, puisque la version 11 est vraiment la version estampillée chez Sage, facturation électronique. Les autres versions étaient des versions, vous savez, on avait un rythme d'une version tous les 1 an et demi, 2 ans. Donc, on est parti que de la 7, 7, 8, 9 R2. Il y avait déjà mais des releases sur la version 9. Version 10 qui était une version préparatoire à la version 11. Il a plus de 20 ans d'existence. Et ensuite, on est donc, depuis les versions 11, sur les versions facturation électronique, entre guillemets, donc version minimale, avec 2 releases par an majeures. Et depuis ces versions 11, on est connecté à la plateforme de Sage, qui s'appelle Sage Network. Donc, c'est l'ancienne PDP, maintenant PA, partenaire agréé pour la partie facturation électronique. Donc, on a une version 11 qui était la première version de facturation électronique, avec notamment la base CRM et les Facturix. On a eu la R1 avec pas mal de nouveautés, plus de ergonomie, de tableau de bord, de blanchissement de web et quelques nouveautés sur la TVA, sur les trajets et autres. On a eu une version R2 avec pas mal d'améliorations sur des fonctionnalités telles que les trajes sèche fiscalité, sur les assistants aussi pour la nouvelle réforme de 2025 pour créer et activer vos différents comptes. Et quelques notions un peu techniques de monitoring
Alert. La version R1 2025, donc sortie en juin. Le rythme, c'est toujours, jusqu'à présent, c'est juin et décembre, fin novembre, décembre pour les releases. Donc la dernière, c'était des améliorations, notamment web, fonctionnelles, des liens sur les traitements et surtout la grosse nouveauté, c'était la nouvelle gestion des CCA, CFA, FAE dans Sage. Et cette version-là, on a donc parmi les nouveautés, pas mal de nouveautés sur facturation électronique, des améliorations sur les synchronisations entre les flux par rapport à l'annuaire. Donc ça, c'est des nouveautés un peu techniques que je n'ai pas forcément détaillées parce qu'elles sont techniques. Je me suis focalisé surtout sur les parties un peu fonctionnelles. La gestion du cycle de vie, les performances et le data clean et contrôle. Alors, on attaque par la facturation électronique, qui est un des gros morceaux. Donc, on a plusieurs nouveautés là-dessus. On a des améliorations sur la gestion du numéro intracommunautaire pour son calcul en automatique. On a des nouveautés sur l'adressage des facturations électroniques. Donc, on va voir qu'on va pouvoir avoir plusieurs adresses et on va voir comment est-ce que ça s'articule un petit peu, quels sont les cas. Des nouveautés donc, sur les factures reçues dans le cadre de la facturation électronique. La possibilité pour les clients qui n'ont pas les processus opérationnels achats d'intégrer les factures d'achat en comptabilité, toujours dans le cadre de la facturation électronique, et les statuts vie. Alors, la facturation électronique, donc première nouveauté, le numéro intracommunautaire. Donc, on a des nouveautés sur le calcul et la vérification des numéros intracommunautaires dans Sage. Le processus a été amélioré, permettant de calculer et de vérifier vos numéros de TVA intracom des tiers situés dans des pays d'Union européenne hors France. On a un écran qui vous permet de cocher la petite case, comme c'est indiqué en rouge ici, autres pays de l'Union européenne, donc hors France. Et après, dans le calcul et dans l'écran secondaire, vous aurez la possibilité de cocher les différents pays qui vous intéressent et de vérifier, de recalculer en fait vos numéros intracom sur les tiers concernés. Ça vous permet d'améliorer en fait les renseignements, si vous voulez, de vos fiches tiers hors européens sur le numéro intracom. Donc, première petite nouveauté. Autre nouveauté, on parle de l'adresse de la facturation électronique. Donc, l'adressage des factures électroniques, ça repose sur une adresse qui est structurée et stockée sur un annuaire centralisé. Ça va permettre notamment le bon cheminement des factures via les plateformes certifiées, les fameuses PA. Donc, les formats d'adresse possibles, vous en avez 4. D'accord, il y a le SIRET, donc, que tout le monde connaît. Donc, il y a une réception au niveau de l'entreprise. Le SIRET, qui est une maille un peu plus fine, puisqu'on va avoir une réception ciblée au niveau de l'établissement. On a également le code routage, qui est une répartition par service ou par département. Et on a alors un SIRET plus un suffixe qui permet de distinguer certains services ou de types de factures. Par exemple, des factures qui sont plus confidentielles que d'autres, on peut vouloir les adresser avec une adresse particulière. Bon, la finesse entre le code routage et le SIRET et suffixe, elle est un peu subtile. Mais grosso modo, ce qui est important ici, c'est que c'est ces adresses qui vont vous permettre d'adresser vos factures correctement, notamment si on a plusieurs PA. Ça passera forcément par des adresses de facturation électronique différentes qui vont vous permettre de router en fait vos factures vers le bon destinataire. Voilà, donc on aura des options dans Sage qui vont vous permettre donc de gérer, de cocher, est-ce que vous gérez la gestion électronique en réception et ou en émission, selon ce que vous faites dans Sage. D'accord, et vous aurez la possibilité d'adresser vos factures électroniques. Donc ici, on a un exemple avec un code routage et un code suffixe. L'impact derrière, c'est dans vos documents, vente, commande, facture, avoir. Ils sont alimentés automatiquement par ce code via le client concerné. Bien sûr, d'abord sur la commande, on passe forcément sur une commande et après, vos documents vont hériter de cette notion-là.
Donc, vous le retrouverez, hein, ici j'ai mis un exemple avec une facture. On va bien retrouver dans un nouveau pavé de facturation électronique, on va retrouver notamment le code routage hein, qu'on avait vu sur l'écran précédent. Donc, en fait, le SIRET avec un code propre. On voit qu'on s'adresse en invoicing et qu'on est sur un dépôt de facture de biens. L'adresse peut être changée, hein. C'est-à-dire que si on a plusieurs adresses possibles côté client, on a un combo box qui va nous permettre de modifier cette adresse-là, mais par défaut, il va hériter de l'adresse renseignée au niveau de la fiche tiers client et au moment de la commande et naviguer jusqu'à la génération de la facture. Quand vous allez valider votre facture, il va générer, pour ceux qui ne savent pas, en fait, quand vous êtes dans la partie vente de Sage, quand vous créez votre facture et que vous validez, c'est au moment de la validation que la facture elle est figée, qu'elle est définitive. Et donc, c'est à ce moment-là où il va créer un PDF et un UBL. L'UBL étant le format choisi par Sage pour la facturation électronique. On pourra pas, il y en a trois. Il y a le FactureX, il y a l'UBL et il y a le C2I. Sage a pris parti de prendre l'UBL. Et quand ce fichier XML est généré par une facture validée, qu'elle est transmise via les outils de synchronisation à la plateforme de Sage, à l'APA, la plateforme network, l'adresse est bien reprise dans les différentes balises. Donc là, vous avez un extrait de l'UBL. Donc c'est un fichier XML hein, avec je mets des balises, pas forcément très très claires, mais on retrouve en fait toutes les informations et on retrouve notamment notre code en rouge là, notre code SIRET avec le code routage associé. Donc ça, en fait, ça va permettre d'adresser correctement les informations au bon destinataire. Toujours dans Sage, on aura dans la fiche société la possibilité d'activer la facturation électronique, hein. Donc on aura des options qui vont vous permettre de générer aussi bien en émission, donc on parle des ventes, qu'en réception, on parle des achats. Donc juste des cases à cocher qui vont permettre de dire je gère les deux, je gère que l'un, je gère que l'autre, selon votre profil, selon les différentes PA que vous avez. Si vous avez par exemple un outil de dématérialisation autre que Sage, vous n'avez peut-être pas besoin de l'activer sur la réception. Si vous passez par un outil de démat Sage ou en comptabilité direct, vous pourrez l'activer. Et côté émission, ça va dépendre si toutes vos factures passent par un outil métier ou si, par exemple, il y a une partie ou tout qui passe par Sage, comme au flux intragroupe, par exemple, auquel cas, vous pourrez cocher que vous faites la facturation électronique en émission, côté vente. Pour les factures reçues, donc dès lors qu'on va travailler sur la réception des factures, côté achat pour le coup, il est possible maintenant de déterminer des règles d'approbation automatique des factures d'achat et avoir reçu dans la création des processus opérationnels. Donc cette option est accessible quand vous avez coché comme quoi vous travaillez bien sur la facturation électronique en réception, ce qui est logique. Et l'approbation automatique de vos factures, quand elle est sélectionnée, les factures seront créées directement dans Sage avec un statut approuvé en fonction du critère sélectionné dans les droits et si, bien sûr, l'utilisateur dispose des droits, hein, bien sûr. Donc, si on coche l'approbation automatique, vous avez plusieurs choix, hein, mais sans approbation automatique, toute approbation automatique en tout, sans circuit de validation, tiers de confiance et sans circuit et tiers de confiance. Donc, en fait, les critères d'approbation vont changer. Hein, si vous mettez, si vous ne le mettez pas, bien sûr, aucune facture sera approuvée automatiquement. Et donc, le statut de la facture sera approuvé. Et donc, il faudra sera apporté, pardon. Il faudra les approuver manuellement. Ensuite, si vous mettez toutes les factures par défaut seront approuvé. Sans circuit, ce sera celle sans workflow. Tiers de confiance, ce sont les tiers soumis à un terme de confiance. Et sans circuit de validation, les factures répondant aux deux critères. Donc, ça va vous permettre de gérer la maille selon si vous voulez approuver en automatique les factures issues de la facturation électronique en réception. Sur cette partie-là, on a un nouvel écran pour les factures reçues hein, qui va vous permettre en fait, de regrouper les différentes informations des factures réceptionnées. Donc, vous aurez ici la liste de toutes les factures et vous verrez si déjà est-ce que c'est une intégration en comptabilité directement ou par les processus
opérationnelle, hein, donc vous verrez si elle est prise en charge, si elle est en erreur ou autre, avec le numéro de la pièce et puis la date. Et en détail, vous pourrez accéder directement à la facture. Donc à partir de là, vous pourrez donc modifier le type d'intégration et le statut, accéder à la facture générée, donc facture d'achat ou document facture en comptabilité. Je parlerai un peu plus tard du document facture. Certains d'entre vous connaissez peut-être déjà ça. C'est une vieille fonctionnalité qu'on avait côté comptable qui permettait de faire de la pseudo-facture quand on n'avait pas les processus opérationnels. C'est j'appuyais sur cette partie-là pour intégrer les factures de la facturation électronique pour les clients qui n'ont pas les processus opérationnels. Vous pourrez par ce biais-là aussi accéder à la pièce comptable et consulter les pièces jointes lisibles, hein, donc la facture en PDF et la facture dématérialisée en XML. Hein, c'est ce que vous voyez sur l'écran à gauche. Là, vous avez le PDF rattaché et le XML de la facture réceptionnée. Et vous aurez aussi la possibilité de consulter dans l'onglet cycle de vie l'historique du cycle de vie de la facture réceptionnée. Donc là, sur l'exemple qu'on a, c'est une intégration en type comptable. Je n'ai pas le processus opérationnel, mais malgré tout, je vois bien les PDF, l'XML correspondant à ma réception de facture. Ensuite, on va parler de l'intégration des factures d'achat en comptabilité. D'accord, donc pour l'intégration de ces factures, on pouvait maintenant intégrer ces factures dans l'application Sage 1000, pour la compta, je parle. Pour cela, il y a un type d'intégration qui doit être défini sur comptabilité, d'accord, au niveau de la consultation de vos factures reçues. Et donc, vous aurez, comme on voit ici, les factures qui sont intégrées. Et si vous passez par un tableau de bord, vous aurez aussi le type d'intégration où vous verrez toutes les factures reçues à traiter, par exemple. Hein, toujours avec nos dashboards dans Sage. Pour l'intégration en comptabilité, il y a un nouveau paramètre d'import de facture qui nécessite un paramétrage. En fait, on va lui mettre que c'est en invoicing doc, en type de facture, et on va appliquer ça sur un processus en fait qui va permettre en fait de transformer votre document comptable en une pièce comptable. Donc ça, c'est un petit paramétrage qu'il faudra faire initialement. La génération de la facture, donc on va générer un document de facture, l'intégration de la facture d'achat en comptabilité qui va aboutir à cette création de documents, donc pour récupérer, comme je vous disais tout à l'heure, les liens sur les URL, etc., et pour passer la donnée comptable. Les données de la facture non présentes sur le fichier dématérialisé, comme le journal, le type de pièce, le TTC, le compte général et au profil de TVA seront alimentées automatiquement après un mode de remplissage renseigné, présent sur le document de facture. Donc, Sage 1000 va apprendre à alimenter ces données au fur et à mesure que vous lui donnez à manger. Hein. Donc, ça vous permettre d'aller dire, tiens, dans ce type de facture, c'est le journal achat, c'est du type SC, c'est le CUN 401 ou 401 ou 401, etc. C'est le profil de TVA. Donc, vous allez l'aider à transformer une facture de document. Il n'a pas les données comptables. Vous allez l'aider à alimenter ces données comptables pour qu'il apprenne au fur et à mesure à le faire pour une intégration de plus en plus automatique. Donc, l'apprentissage se base sur une recherche de documents de factures d'achat, semblable à celui de la création. Donc, dès lors qu'il a la même nature commerciale, le même type de document, le même émetteur, le même établissement, le même produit, il va reprendre à ce moment-là les mêmes données de journal, type de pièce, TTC, mécanique générale et profil de TVA en fonction de la date la plus récente. Donc, en fait, il dit, j'ai les mêmes informations, tac, je vais alimenter les mêmes données comptablement. Bien sûr, on pourrait toujours les modifier. Et bien entendu, il y aura une gestion des erreurs qui sera possible sur la facture. Donc, soit en commentaire quand vous êtes sur la facture dans la partie cycle de vie, soit ça doit être l'écran suivant avec un tableau de bord de suivi des factures qui va vous donner les erreurs en import. Donc, ici, on a notamment un fournisseur qui n'existe pas dans ma Bastia. D'accord. Voilà, donc là, vous retrouvez donc les différents statuts pour l'intégration de factures en comptabilité.
Donc ça, c'est pour la partie comptabilisation. Donc en résumé, hein, le logiciel s'enrichit d'outils pour réceptionner les factures, soit par la LED, par la logistique et distribution, et à ce moment la comptabilisation se fera par Sage. Immédiatement, soit par, si on n'a pas la LED, par la gestion des documents comptables qui va vous permettre de récupérer vos différentes factures et sur lesquelles il va falloir dans un premier temps lui apprendre à comptabiliser les informations et dès qu'il aura le même type de facture, en fait, après, il reprendra les éléments que vous lui avez renseignés pour comptabiliser vos factures dans Sage. Concernant la génération des cycles de vie, donc sur le document facture, donc cycle de vie de la facture est essentiel donc, pour garantir la conformité légale, la traçabilité et la transparence des différents échanges. Chaque statut est horodaté et transmis à l'administration fiscale, hein, donc ils savent à quelle étape est-ce qu'on en est, assurant donc l'intégralité des données et la lutte antifraude. Quand la facture est disponible dans la consultation des factures reçues, vous pouvez faire évoluer son statut. Aujourd'hui, on a les statuts suivants: prise en charge, refusé, approuvé, approuvé partiellement, en litige et suspendu. Donc, avec un petit combo box que je vous ai mis ici pour modifier éventuellement le statut de la facture si elle est par exemple en litige. En cas de refus, justement, soit pour litige, soit pour une suspension, il faut renseigner un motif de refus, d'accord, avec possibilité de mettre un commentaire. Enfin, c'est en jaune, hein, c'est-à-dire qu'il faut absolument mettre un commentaire. Et ce statut sera visible au niveau de la facture, comme vous l'avez sur l'écran de droite, puisqu'on voit qu'effectivement, on a bien une facture ici qui a été refusée, donc qui ne va pas rentrer dans mon cycle de facturation, et donc forcément, je n'irai pas comptabiliser, puisque ce sera à mon partenaire d'aller régénérer une nouvelle facture. Voilà un peu pour les nouveautés côté facturation électronique. On reviendra un peu sur le document comptable après. Autre nouveauté un peu plus anecdotique, on va pouvoir gérer maintenant les formats ISO 222 COPS. Alors, je remets un peu de compte. Donc, on va parler de la mise en œuvre et des échanges en euros pour l'Hexagone. Donc, c'est surtout en fait un petit coup de contexte, ça ne parle pas forcément. C'est les normes d'échange bancaire pour tout ce qui est franc Pacifique. D'accord, ils sont en cours d'une obligation de conformité prévue en septembre 2026. Donc, le système COPS, c'est la compréhension des opérations du Pacifique Sud. C'est un ensemble d'outils qui vont permettre d'harmoniser les différents outils de paiement, les simplifier et les prendre en compte pour prendre en compte la devise XPF sur les territoires du Pacifique. Donc en gros, le COPS il repose sur les mêmes règles que le CEPA en fait, hein, avec une norme internationale qui est adaptée localement et ça va permettre notamment pour la Nouvelle-Calédonie qui inclut les Wallis et Futuna et à la Polynésie française d'avancer la bascule vers ces systèmes de compensation. Donc grosso modo, comment ça se traduit dans Sage? Si vous êtes impacté par ces flux-là, il y a un nouvel espace monétaire qui a été créé, donc le COPS, qui regroupe donc, comme je disais, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna. Et la devise de référence de cet espace, donc c'est le franc Pacifique. Et vous avez deux nouveaux formats pour les paiements, un pour les virements et un pour les prélèvements qui ont été mis en place pour répondre à cette norme. Mais on peut aussi utiliser d'ailleurs pour l'instant toujours les formats CEPA classiques. Donc ça, c'est pour la mise en œuvre. Et si je ne vais pas passer. Si c'est ça, pardon. Et j'ai fait une petite erreur dans mes. Non, c'est bon. Et pour l'Hexagone, enfin pour les autres particularités, en fait, pour les collectivités qui ne font pas partie de cet espace-là, avec l'Hexagone, il y a le système CEPACOM Pacifique qui a été mis en place par le CEFOMB. Vous savez, c'est la norme le Comité français d'organisation des nominations bancaires. Le système donc, qui repose sur des fonds interbancaires utilisés en Europe, comme le CEPA
et enfin le virement SEPA et le prélèvement SEPA. Et donc, pour effectuer les virements d'une société en francs Pacifique vers un tiers français et un compte en euros, il faudra donc ajouter le pays franc dans l'espace COPS pour créer un virement ou un prélèvement d'une société du Pacifique vers une société de l'Hexagone. Et dans ce cas-là, vous pourrez utiliser un virement SEPA traditionnel ou un prélèvement SEPA traditionnel avec la devise euro. C'est pour les échanges avec l'Hexagone directement. Donc, une petite nouveauté, un petit peu niche, mais si vous êtes concerné, c'est bien de le savoir. Dans les nouveautés un peu plus importantes, on a des nouveautés sur la comptabilité générale, donc deux gros aspects. On a des changements au niveau des menus comptables dans le cadre de la facturation électronique. Et on a le document facture, dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure. On a en parallèle plusieurs petites nouveautés sur lesquelles on va laisser vite. Ils ont optimisé les interrogations de rubriques de compte avec un détail plus accessible. On a sur le lettrage un lien facture règlement qui est un peu impactant, on en parlera. Et côté du justificatif de TVA, ils ont amélioré certains cas spécifiques qui ne réagissaient pas bien sur la TVA. Donc, je vous ai juste listé les cas. Voilà, je ne vais pas rentrer sur le détail de qui, quoi, comment, mais si ça vous intéresse, on pourra vous donner l'information. On va parler donc de nos nouveaux menus. Dans le cadre de la facturation électronique, vous avez 3 nouveaux menus dans vos menus comptables. Vous avez un premier menu qui va vous donner accès à tout ce qui est cycle de vie avec les statuts, les refus, les actions et les rôles autorisés. Donc, il va vous permettre donc de gérer ces cycles de vie, de gérer vos motifs de refus, mais aussi de donner les accréditations pour dire qui a droit de faire quoi. Toujours dans le menu comptable, donc ça c'était dans les paramètres, toujours dans les menus comptables, mais sur la partie générale cette fois-ci, on a maintenant un menu facturation électronique dans lequel vous avez la consultation de vos factures reçues et l'import des factures reçues, donc pour traiter les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure sur la partie facturation électronique. Et maintenant, vous avez aussi un menu Sage Network qui va vous permettre donc d'inscrire et de mettre à jour vos sociétés pour vous inscrire sur la PA de Sage, de synchroniser vos données. Bien sûr, on pourra le faire par des robots, puisqu'en fait, il faut que Sage se synchronise avec la PA pour envoyer ou pour recevoir les différents éléments, de consulter vos données, d'avoir accès aussi au Sage Connect. Pour rappel, Sage Connect, c'est la plateforme d'échange avec les clients. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez envoyé vos documents avec Sage Network à la PA du client, la PA du client va communiquer les données à vos clients et vos clients pourront, via le Sage Connect, se connecter sur leur espace client et voir toutes les factures qui sont en cours. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le Sage Connect. Donc, 3 nouveaux menus dans la partie comptabilité qui rentrent dans le cadre de la facturation électronique. Au niveau du document facture, on a un enrichissement aussi, puisqu'on a sur la facture, on a le statut FE qui est renseigné, on a le compte bancaire qui est renseigné, on a les débuts de période et on a le TTC, enfin date de début de période et date de fin, parce qu'on a les deux. Et on a les montants TTC à obtenir. Donc ça, c'est des nouveaux champs qu'on n'avait pas avant sur le document facture. Donc ces choix correspondent à quoi? Ils sont détaillés ici. Le statut FE, donc c'est le statut de cycle de vie qui permet de voir l'origine du document comptable pour la démat. Donc ainsi, vous pourrez voir les statuts, l'identifiant et la pièce administrative ainsi que la pièce comptable. Le compte bancaire, vous pouvez renseigner le compte bancaire du fournisseur. Si l'origine du document est une facture électronique, le champ sera automatiquement alimenté par le compte bancaire correspondant à l'IBAN présent sur la facture reçue. Voilà, l'IBAN reçu correspond donc à la balise IBAN qui est renseignée sur la facture électronique. D'accord, elle est accessible que quand on est en partie des maths. Date début, date de fin. Donc dans l'onglet général,
ainsi que sur la ligne de détail de la facture. Ça va vous permettre de préciser les périodes concernées pour chaque ligne de facturation, facilitant ainsi les suivis et le contrôle des charges constatées d'avance. Lorsque l'origine du document de la facture et une facturation électronique, date de début, date de fin, seront alimentées par les valeurs de la balise reçue de la facturation électronique, bien entendu. Et enfin, le montant TTC à obtenir, donc ça correspond au montant TTC de la balise de la facturation électronique reçue. Il permet de contrôler lors de la validation de votre document facture que le montant TTC calculé correspond bien au montant de la facture reçue. Voilà, donc ça, c'est pour les champs. Pour la comptabilisation des documents, on a aussi une option qui va vous permettre de récupérer les échéances du document comptable lors de la comptabilisation, donc toujours pour tout ce qui est dématérialisation. Donc, en gros, ça permet de faire quoi? Si on met cette valeur à oui, il permet de régénérer la pièce comptable avec les échéances définies au niveau du document de facture. Si on met un non, on va prendre les échéances définies dans la fiche tiers. Un peu comme quand on fait un import, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais dans les paramètres d'import, il y a une option qui dit soit je prends la date d'échéance qui est alimentée dans mon fichier source, dans l'importation que je fais, soit je mets les conditions de paiement de ma fiche tiers. Là, c'est la même chose sur le document facture. Concernant la comptabilisation des documents comptables, donc la comptabilisation des documents factures reprend les éléments suivants de la pièce générée, donc date des débuts, date de fin des périodes présentes sur chaque ligne, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le compte bancaire fournisseur. Il reprend en pièce jointe les documents PDF et XML si l'origine de la facture est bien dématérialisation. Et le lot des pièces comptables produites récupère le statut facturation électronique, FE. Au niveau de la facture reçue, c'est le petit encart rouge en haut à droite, je ne sais pas si vous voyez bien, et en bas également. Donc au niveau du général de la pièce, et quand on clique dans le détail pièce, vous l'aurez aussi au niveau de la pièce comptable. Il est maintenant aussi possible de planifier les documents comptables. Voilà, donc vous allez pouvoir comme ça mettre si vous voulez, mettre un robot pour planifier et automatiser la comptabilisation de vos documents comptables. Voilà, ça c'était pour les nouveautés sur les documents comptables. Autre petite nouveauté qui concerne les interrogations de rubriques par compte. Bon, c'est anecdotique, mais ils ont mis à jour la donnée détail pour avoir une lecture plus facile quand vous êtes sur vos rubriques. Donc, vous avez en fait, quand vous faites une interrogation, là par exemple, on a demandé toutes les rubriques de type bilan. Quand on clique sur le détail, vous allez tomber sur la rubrique en question et quand vous cliquez sur détail, vous aurez le détail des comptes comptables concernant cette rubrique. Ça, ils l'ont fait dans le cadre de la mise à jour de l'ANC, s'ils ont remis à jour les rubriques correspondantes. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des petites questions qui arrivent. Alors, je ne sais pas si on peut désactiver la mise à jour du compte bancaire à partir des factures, puisqu'en fait, la mise à jour du compte bancaire, il va la récupérer de la facturation électronique. Donc, c'est une balise qui va aller alimenter le champ. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le désactiver. Qu'on vérifie. Donc, ça, c'était pour Laetitia. Et pour Olivier, quand on parle de dématérialisation, effectivement, on parle bien de l'outil Sage, donc soit des factures qui sont récupérées directement via la comptabilité ou via les processus opérationnels. Si vous passez par un autre outil de démat qui est PA, c'est eux qui vont gérer la notion de cycle de vie, c'est eux qui vont gérer la réception du document et après ce sera une comptabilisation mais classique avec votre outil de démat. Sage se contentera de récupérer l'écriture comptable. C'était pour la question d'Olivier. Vous me dites si la réponse est claire ou pas.
Je continue. Concernant le lettrage, on a une petite nouveauté qui est quand même intéressante. Ils ont rajouté un lien entre les échéances des factures et le règlement. Donc, c'est surtout pour des problématiques mais de TVA, hein. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ce lien, il permet de lier une échéance facture à l'écriture de règlement. Quand on parle d'écriture de règlement, on parle des lignes qui sont dans les bordereaux de règlement. Donc, en fait, qui correspondent donc, à la pièce de paiement. Donc, en effet, la pièce état ne permet pas de retrouver de manière précise l'écriture de règlement. Il y avait un écran qui nous donnait si l'échéance était rattachée à un bordereau ou pas, mais on n'avait pas accès forcément au bordereau en question. Donc, c'était un petit peu casse-pied pour retrouver le flux. Et donc, l'écriture de règlement est notamment utilisée afin d'optimiser la recherche des factures non déclarées associées à des règlements lettrés totalement dans le cadre de la TVA sur les encaissements pour l'état préparatoire et pour l'état justificatif de la TVA. Voilà, donc ces notions-là, avant, on était obligé de faire un peu une recherche à la main pour retrouver dans quel bordereau la ligne d'échéance était associée. Maintenant, vous l'aurez directement, donc ce sera beaucoup plus facile à retrouver. Vous avez peut-être eu le cas d'ailleurs aussi quand vous êtes sur un écran de lettrage et que vous ne trouvez pas votre échéance, alors que quand vous faites une interrogation de compte, vous la voyez bien. En général, c'est que l'échéance est rattachée à un bordereau. Donc maintenant, en fait, vous aurez un lien qui vous permettra d'avoir directement, de savoir à quelle ligne de règlement, donc à quel bordereau est-ce que l'échéance est rattachée. Donc ça, c'est un traitement qui ne se fera pas en automatique. Il y a un traitement de mise à jour qu'il faudra lancer une fois le patch activé, enfin la release, qui est patché d'ailleurs pour les sociétés qui sont en OID numérique. Donc la mise à jour, il y a certains cas qui ne seront pas pris en compte. Des lettrages avec des écritures interliaisons, en fait, c'est les cas qui ne sont pas pris en compte ou c'est le lettrage qui ne permet pas de naviguer du premier au dernier lettrage parce qu'il y a des étapes intermédiaires. Donc, ça ne fonctionnera pas sur des écritures de liaison inter-établissement. Ça ne fonctionnera pas sur des extournes avec du tiers payeur, hein. Vous avez fait la facture sur un tiers A et c'est le tiers B qui paye. Donc, en fait, il y a un jeu d'écriture intermédiaire pour solder le client facturé vers le client payeur. Et ça ne fonctionnera pas si vous avez fait du lettrage avant le passage de la V10, parce qu'au moment de la V10, c'est là où Sage a changé un peu sa manière de gérer les échéances, puisqu'avant, notamment, on pouvait gérer du lettrage partiel sur les échéances, ce qui n'est plus le cas depuis la version 10. Donc, Sage a un peu changé sa manière de travailler depuis la version 10, hein, qui était la version préparatoire à la version 11. Il manquait 10 ou V11 d'ailleurs, pardon, sur mon document. Autre petite nouveauté, on a les justificatifs de TVA pour des cas spécifiques. Donc, il y avait certains cas qui n'étaient pas gérés, notamment quand il y avait des factures réglées par des avoirs. Donc, typiquement, vous aviez une facture en 2000, vous aviez un paiement de 600 et un avoir mais de 400. Donc, le style de TVA ne réagissait pas bien. Les règlements lettrés partiellement sans aucune facture également. Et les règlements lettrés totalement et rattachés à au moins une facture qui n'était pas déclarée. Donc, Sage a amélioré ses processus. Alors, je ne vous ai pas mis le détail avec tous les exemples, c'est un peu technique. Mais grosso modo, les règlements lettrés partiellement sont désormais maintenant systématiquement pris en compte pour leur montant de TVA réel, sans recalculer la TVA déclarée. D'accord? Donc, ils ne sont plus pris en compte dès lors qu'ils sont régularisés, c'est-à-dire qu'ils sont totalement lettrés, qu'il n'existe plus de facture non déclarée qui leur est rattachée. Pour les autres règlements, c'est pour toutes les autres factures appartenant au justificatif de TVA, ce sont les montants de TVA réels et la base hors taxe de l'écriture d'origine qui sont bien pris en compte sans recalcul. Donc, voilà, ils ont optimisé un petit peu le traitement. Il y avait quelques cas, quelques coquilles qui faisaient que les états de justificatif de TVA n'étaient pas complets. Maintenant, c'est le cas. Deux nouveaux tableaux de bord à ce niveau-là. Sur la nouvelle version, on a un tableau de bord pour la gestion des tâches et on a un tableau de bord pour la suivi des facturations de vente.
Donc, le premier, c'est la gestion des tâches. Donc, c'est un tableau de bord qui va vous permettre de suivre et de générer les journaux, les tâches planifiées dans votre système. Il est structuré en plusieurs zones, des indicateurs clés, des listes de journaux, des graphiques de répartition et des actions recommandées. D'accord. Donc c'est ce que vous voyez sur l'écran en dessous, hein, le petit graphique sur la droite, les actions recommandées en bas, où on nous demande de conseiller, d'épurer notre journal pour tout ce qui a plus de 31 jours. Parce que forcément, ça complexifie la lecture et ça peut créer des ralentissements. Et donc, l'objectif de cette tableau de bord, c'est de suivre les tâches que l'on fait, statut, durée et quel utilisateur. D'analyser la fréquence de vos journaux par jour, par semaine ou par mois et de prendre des actions correctives, exportation, planification, ce genre de choses. Voilà, ça nous permet d'optimiser un petit peu toutes nos tâches planifiées, d'avoir un meilleur suivi, un meilleur pilotage de ces tâches-là. Concernant le deuxième tableau de bord, il s'appelle, ça concerne, pardon, excusez-moi, le suivi des factures de vente. Donc, c'est pour suivre l'état des factures de vente émises par l'entreprise, hein. Donc, on parle bien des factures de vente gérées dans Sage. Il obtient donc une vue globale des factures par statut. Quelles sont les factures transmises, approuvées, refusées, hein, donc toujours dans le cadre de la facturation électronique. Donc, vous avez la liste de vos factures avec les statuts, avec la possibilité de faire des filtres par statut. Vous avez un accès rapide à vos factures PDF. Hein, c'est un simple clic, vous pourrez comme ça accéder, visualiser sur la droite la facture PDF associée. Vous aurez une traçabilité complète de vos différentes actions et vous aurez des filtres dynamiques pour associer des recherches de type client, établissement ou période. Voilà, un tableau de bord pour mieux suivre ces factures et leur état. Voilà, en annexe, je vous ai mis toutes les nouveautés des versions antérieures. Donc, il y en a pas mal. Donc, plutôt que faire un gros pavé, je vais essayer de le faire chronologiquement, toutes les nouveautés de la version 11. Donc, avant les releases, donc, on avait la bassirette, on avait les nouveaux champs sur les tiers, on avait le data cleaning control avec les différents contrôles possibles. Donc, pour se mettre en conformité sur la facturation électronique, on a le Sage Network qui est apparu à ce moment-là. Je passe vite, hein, parce qu'on a déjà fait des webinaires sur chacun de ces thèmes. Mais voilà, comme ça, vous aurez un petit récap. La première release qui était la version R1 2024, donc qui a apparu en juin 2024, où on avait des nouveaux tableaux de bord d'activité. Voilà, sur SageCore, on avait de la duplication de pièces, on avait de nouveaux workflows simplifiés. La deuxième release donc de fin d'année 2024 où on avait la possibilité pour l'ANC, un certain nombre d'assistants pour désactiver les comptes, pour créer les comptes et pour les désactiver, pour répondre à la réforme. Je me suis un peu perdu, pardon, ici. On avait la nouvelle tarification du Sage Network où on a appris que les flux étaient intégrés dans Sage, pour les flux gérés par Sage, soit par les factures de vente, soit par la SFD. On avait droit à 60 000 factures par an, soit 5 000 factures par mois, donc qui couvre normalement le gros des besoins des clients. Donc on parle bien toute société confondue, tout flux confondu, achat-vente. On avait une nouvelle présentation sur le portail avec la possibilité de revenir sur notre bibliothèque d'état, de dashboard ou de processus visuels. On avait tout ce qui était amélioration sur les fils de recherche. On avait de nouveaux tableaux de bord. On avait un menu web qui s'était enrichi. On avait de nouvelles interrogations. On avait une release assez riche, hein, à ce niveau-là. Des optimisations sur le lettrage aussi. Des nouveautés sur la fiscalité. Des nouveautés de monitoring. Des nouveautés sur les alertes. Et des améliorations diverses ici. Et voilà, et la R1, on avait donc 2025, celle de juin. On avait des nouveautés sur la partie web toujours, sur les dashboards, sur les onglets ouverts. Donc de nouveaux dashboards, des nouveautés sur la TVA, sur la fiscalité, enfin des petites nouveautés, des liens vers le numéro de lot qui apparaissaient maintenant un peu partout dans vos pièces comptables notamment, des références externes ajoutées, surtout sur la partie vente et achat, des optimisations de la suppression des lots avec le type d'erreur qui bloquait.
des optimisations sur le lettrage, des virements instantanés bancaires, des adresses structurées pour les nouvelles normes bancaires qui vont arriver et de nouveaux motifs de rejet pour la partie banque paiement. Non, j'ai pas fini. Et des nouveautés sur la consultation des documents associés à la facturation électronique. Voilà, et on pouvait donc aussi créer facture d'achat à partir de la facturation électronique, les numéros intracommunautaires en automatique, mais qui ne tenaient pas compte des tiers hors France. Hein. J'ai une petite question qui arrive. Pour les clients sur le Cloud Sage, la release est bien live ou c'est une compréhension correcte? Alors, que vous soyez en SCC ou pas d'ailleurs, hein, les releases de Sage, en fait, quand on vous migre ou quand on vous met à jour en V11, on vous migre toujours dans la dernière release connue. D'accord? Mais attention, le SCC Sage n'est pas une version SaaS. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mise à jour qui est faite en automatique. Heureusement, ça nous poserait plus de problèmes qu'autre chose. Donc, même si vous êtes en version cloud, c'est un cloud privé. Hein, vous avez votre propre serveur SQL, vous avez votre propre serveur applicatif. Donc, il faut, dans tous les cas, mettre à jour les releases si on veut les installer. Hein. Encore une fois, tous les releases ne sont pas forcément obligatoires. Mais si on est obligé en fait, de faire une intervention technique pour mettre à jour les releases dans Sage. Voilà. On n'est pas en mode SaaS, contrairement à des produits compagnons du type Invoke, de type la démat Sage, qui là sont des vrais produits SaaS, donc avec des vraies mises à jour en automatique. Voilà, c'est pour la petite question d'Olivier. Voilà, et la grosse nouveauté de la dernière release, c'était la génération des situations PCA, CCA, etc. Donc, si vous voulez revoir, hein, je vous ai remis toutes les nouveautés à ce niveau-là. Il est 10h16, on n'est pas trop mal au niveau timing. Je vous fais un petit focus sur le nouveau planning des web démos. J'ai mis 2025, je corrige. Web démo 2026, donc le 27 janvier, on va faire une petite présentation du macro planning de la facturation électronique. On a toute une équipe en interne qui travaille sur la facturation électronique. Donc, on a prévu un planning pour que vous puissiez un peu vous caler sur où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qu'il me reste à faire. Les étapes nécessaires dans Sage 1000 et le Sage Network. Donc, ça, c'est pour le 27 janvier. Le 19 février, on a prévu les nouveautés de la communication bancaire SFCB. Certains ont déjà été installés sur cette nouvelle plateforme de communication bancaire. Certains sont en cours. Voilà, donc c'est parler un petit peu de ces nouveaux produits et les autres nouveautés bancaires qui arrivent. Voilà, donc ça c'est important, hein, puisque ça va arriver relativement vite. On n'a pas encore officiellement de date d'arrêt de l'ancienne communication bancaire Sage, mais ça va arriver, on espère le plus tard possible. Mais il va falloir se préparer à changer notre communication bancaire. On espère que ça viendra après la facturation électronique. En mars, on va parler des nouvelles solutions de dématérialisation de Sage, hein, donc la SFD ainsi que la GED, toujours en relation avec la facturation électronique. En avril, comme tous les mois d'avril, on va vous parler des outils Apo, donc les outils un peu internes, ApoCac, Apo Interface, Apo CLS, Apo Outils, Apo Fusion, Apo Parallec. Certains d'entre vous, notamment, ont dû travailler sur l'Apo Bank aussi. Voilà, donc on va présenter ces différents outils-là. En mai, on vous fera un petit retour d'expérience sur les tests réels avec l'administration fiscale, sur nos avancées, hein, puisqu'on a des clients pilotes qui vont passer d'ici là. En juin, on devrait parler normalement de la release R1 2026, alors en espérant qu'on l'ait bien à ce moment-là. On adaptera, sinon en fonction de soit on décalera la date, soit on verra ce qu'on fait selon si Sage maintient son planning et à quel moment est-ce que la release sort, savoir si on a le temps de travailler dessus ou pas. Donc elle devrait être importante celle-là, hein, puisque ça va être normalement la dernière release avant la bascule de la facturation électronique. Il est fort probable qu'on ait des petits patchs intermédiaires. Voilà, mais on vous tiendra au courant au fil de l'eau.
En juillet, on fera un retour d'expérience sur les tests réels avec l'administration fiscale. On fera sûrement intervenir un client en direct sur son retour d'expérience. Donc là, avec un vrai cas concret. En septembre, on fera les premiers pas dans la facturation électronique au réel, puisqu'on sera du pied dedans, tout le monde y sera. Donc, on essaiera de vous faire un retour un peu plus concret. Et le 15 septembre, on parlera. Donc en septembre, on en fera deux. Un sur les premiers pas dans la facturation électronique, donc début septembre, et une deuxième sur Sage Invoke pour préparer la campagne fiscale. Donc la partie IAS TVA. En octobre, on a nos Proxy Day, comme d'habitude, et on aura sûrement d'autres webinars à faire en fin d'année, novembre et décembre, sur lesquels les thèmes ne sont pas complètement arrêtés. Enfin, si décembre, ce sera sûrement la release 2 de 2026, normalement, si ça, je maintiens sur le calendrier. Et en novembre, on n'a pas encore arrêté, soit on refera un focus sur la facturation électronique, selon comment est-ce que ça se passe, soit on abordera un autre thème. Voilà, il nous reste à peu près 10 minutes pour une session de questions-réponses. Voilà, la parole est à vous. Alors, il y a quelques petites questions dans le chat que j'essaie de répondre au fil de l'eau. N'hésitez pas si vous avez des nouvelles questions. En tout cas, c'est le moment de les poser. Exactement. Hop. Alors donc, un petit peu sur les nouveautés. Donc, c'est pas mal orienté sur la facturation électronique, pas mal orienté sur l'adressage. Maintenant, on a les vrais outils pour vraiment adresser les bonnes adresses électroniques. On a le PowerPoint serait-il Oui, disponible? je confirme, la présentation sera envoyée tout de suite après le webinaire. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir un mail avec à la fois le replay et à la fois la présentation. Une présentation que tu envoies en format PDF, par contre, je crois. Oui, c'est ça. Alors, vous aurez Oui, pas ce sera en version PDF, oui, par contre, pas en ce version sera PowerPoint. une version mais PDF, mais voilà, vous le recevrez. Au pire, s'il y a un souci, vous pouvez vous rapprocher au pire de votre IC, de votre ingénieur commercial qui pourra éventuellement vous l'envoyer. Alors, il y a plusieurs questions qui sont en cours. On va attendre qu'elles arrivent pour essayer d'y répondre au mieux. Alors, j'ai une nouvelle question. Bonjour, si nous sommes en version V11 R1 de juin 2025, quelles sont les démarches pour passer à la version suivante? Alors, c'est assez simple. La démarche, c'est de prendre contact soit avec votre directeur de projet, soit avec votre ingénieur commercial pour qu'il vous prévoie la release. Donc, la release, c'est surtout une partie technique. Ce en fait, c'est un gros patch qui demande une synchronisation de base. Donc, il faut le prévoir avec potentiellement une coupure. Donc, souvent, on le fait le soir ou le week-end pour pas gêner la production. Et après, il faut voir si vous voulez le faire directement en production ou en phase de recette. Voilà, ça peut être ça. Forcément, les temps ne seront pas les mêmes. Et en fonction de la release, si vous voulez après, qu'il y ait un passage d'un consultant du coup qui vous forme mais sur les nouveautés, il y aura un petit peu de temps à passer ensemble sur le sujet. Mais voilà, mais rapprochez-vous. Alors, normalement, maintenant, on essaye, dans les montées de version des clients, d'intégrer au moins une release par an dans le budget. Comme ça, chez vous, c'est budgété et il n'y a pas entre guillemets, de surcoût. Il faut juste caler avec votre directeur de projet ou avec votre commercial quel est le bon timing en fait pour cette release. Alors, j'ai d'autres questions, Vincent. Oui, vas-y. Hors facture électronique, est-ce que les améliorations de la prochaine release 2026 sont déjà communiquées?
On doit avoir une roadmap, je ne l'ai plus en tête, mais Olivier, à l'occasion, je pourrais revenir vers vous. On a une roadmap, mais qui est assez généraliste, donc elle n'est pas détaillée. Donc, il faut que je regarde. J'ai plus en tête les autres nouveautés qu'on pourrait avoir, mais il y aura sûrement des nouveautés fonctionnelles. Est-ce que sur 2026, on en aura beaucoup? Là, je n'ai pas la finesse du trait. À chaud. J'ai une autre question. Les factures électroniques visibles dans l'outil ont-elles valeur d'archivage ou bien faut-il les stocker sur un autre support? Alors, ça va dépendre un petit peu de votre outil aussi, dans le sens où, si vous passez par un outil de démat du type Démat Sage, tout ce qui va passer par Démat Sage sera archivé. Donc elles auront effectivement, valeur, d'archivage. Tout ce qui va être stocké dans Sage en termes de facture, sera stocké également au niveau de vos conteneurs. Par contre, si vous avez que la partie comptable, c'est une bonne question. Faudrait que je vérifie si c'est stocké au niveau des conteneurs ou pas. Si c'est stocké sur les conteneurs, en fait, vous les avez déjà par défaut. Sinon, il faudra le stocker aussi. Et vous n'avez pas d'outil d'accord, là c'est clair. Point à vérifier. Je n'ai pas encore vérifié si techniquement, quand on récupère par exemple une facture achat, donc pas par les documents comptables, est-ce que le PDF était bien stocké sur le conteneur? Mais je pense que oui, parce que c'est la mécanique de Sage, mais il faudra vérifier ce point. Je ne vois pas d'autres questions, Vincent. J'ai pas d'autres questions. On va laisser le temps tout et chacun éventuellement de voir s'il y a d'autres questions à poser. Il nous reste 3-4 minutes. Allez, 3 minutes, il est bientôt 27. Et après, on vous libère. Vous pourrez retourner à vos occupations habituelles. Ben voilà. En attendant, j'espère que ce webinaire vous aura plu, que le format vous intéresse. Voilà, j'ai essayé de ne pas trop rentrer sur des détails techniques parce que parfois c'est un peu complexe. Voilà. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, à revenir vers nous si après coup vous avez des attentes, des questions ou autres, que ce soit auprès de votre ingénieur commercial, auprès de vos consultants attitrés ou directeurs ou chefs de projet attitrés. Ils essaieront de vous répondre au mieux et s'ils n'ont pas l'information, ils reviendront vers l'équipe FE en interne. On a une équipe FE dédiée qui travaille les sujets, qui travaille les cas d'usage, etc., etc. Donc, parmi les prochains sujets qu'on va parler, je pense que ce sera notamment sur les thèmes FE, sur des cas d'usage précis. Je vous invite d'ailleurs, au-delà de vos mises à jour produits, Sage ou pas Sage d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, de commencer à bien travailler les cas d'usage. Je n'en ai pas trop parlé là parce que je n'avais pas de nouveautés propres mais sur le sujet, mais c'est un sujet qui est important dans le cadre de la facturation électronique. Il y a 36 cas d'usage qui sont référencés, donc il est important que dans votre contexte, que vous identifiez vos différents cas d'usage et vous commenciez à travailler dessus. D'accord. Et nous, on aura des réponses, parce que Sage est censé gérer tous les cas d'usage. Alors, peut-être pas tous du premier coup, mais voilà. C'est une excellente question, ça. Il y a Audrey qui nous demande qu'ils ont choisi d'avoir accès à plusieurs codes routage en réception. C'est une erreur d'adressage de la part du fournisseur. Peut-on avoir un transfert? Eh bien, je n'ai pas la réponse en fait. Je n'ai pas la réponse, mais elle m'intéresse. Elle m'intéresse fortement, puisqu'effectivement, ça va sûrement arriver. Donc, soit ça va tomber dans les limbes de la facturation électronique. J'en ai pas entendu parler. Je vais poser la question à l'équipe FE en interne. Je pense que Sophie, si tu nous écoutes, je ne sais pas si tu es là, c'est un cas mais qui va te plaire. Voilà. Donc, merci pour la question. Je la prends et on revient vers vous. Voilà. Donc, si vous avez des cas mais tordus, n'hésitez pas
On sera un plaisir de les soumettre à l'équipe FE pour qu'ils grattent. De toute façon, les cas tordus, on va en avoir beaucoup. Et des cas d'usage, et plus on en aura, plus on pourra alimenter notre connaissance FE et vous répondre au mieux. Voilà, la séance arrive à la fin. Sauf s'il y a une dernière question de dernière seconde, mais sinon, je pense qu'on va clôturer cette session-là. Merci beaucoup Vincent pour En tout cas, l'animation de ce webinaire et merci à tous je vous pour en prie, votre c'est un plaisir. présence. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, de très bonnes fêtes de fin d'année. On ne se reverra pas forcément d'ici là. Profitez bien, reposez-vous bien. Je sais que la fin d'année est compliquée pour tout le monde. Et puis, on se revoit en pleine forme en janvier pour la suite des opérations. Très bonne fin d'année à tous. Au revoir.